Eh bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis en compagnie de Mickaël qui a bien voulu faire cette interview. Donc c'est la première interview de l'année sur la chaîne. Donc très content de pouvoir reprendre ce format et très content de pouvoir reprendre avec toi parce qu'on aborde un sujet qui est pour moi très cool d'aborder parce que il faut mettre en lumière les personnes comme ça et une personne qui se dédie à la communauté par la passion, c'est toujours important. Du coup, on va commencer par la première question. Qui es-tu? Salut Matt, salut tout le monde. Effectivement, on est exactement pareil, on est à fond sur la communauté, on donne plein de choses. Premier point déjà, merci beaucoup Matt de m'accueillir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. J'étais toujours derrière la caméra, vraiment derrière la caméra en regardant toutes tes interviews, donc c'est vraiment un honneur de passer sur la chaîne. N'hésitez pas, à tous les nouveaux abonnés, je sais qu'il y a eu un gros boom ces derniers temps, à vous abonner en max. Supporter, c'est un vrai passionné Matt, donc n'hésitez pas, soutenez-le, partagez la chaîne à fond, honnêtement Merci il le beaucoup. mérite, il est là depuis très longtemps, donc voilà, si vous cherchez quelqu'un qui est vraiment passionné, il est devant vous. Yes. Donc moi c'est Mickaël, Mickaël Lopez, j'ai 30 ans, donc depuis peu, je suis un petit vieux aussi, un des plus vieux interviewés Sur la de la chaîne, chaîne, ouais c'est ça. Donc je suis originaire de Toulouse à la base, et là il y a à peu près 5 ans maintenant que je suis sur Paris. Donc voilà, ça, bien sûr, appartement parisien, on essaie de limiter aussi la place et optimiser la place. pour la collection surtout. Exactement, c'est ça. Mais voilà. Et du coup, en parlant de collection, qu'est-ce que tu collectionnes? Alors du coup, aujourd'hui, en ce moment, j'ai collectionné beaucoup de choses, mais je suis principalement en fait autour du vintage et du japonais en fait. Donc je sais que toutes les personnes qui sont passées sur ta chaîne, c'était principalement du français, il y a eu un peu d'US et pas beaucoup de japonais. Ouais, Mais il y très a peu. une très bonne communauté en France de japonais, donc voilà, moi je collectionne du Wizard en japonais principalement en ce moment. Ouais. Ok. Et ça fait longtemps que tu es dans la commu Pokémon? Alors, ça fait pas mal de temps, j'estime, donc ça fait à peu près depuis 2014-2015 où je me suis lancé dans la collection de cartes Pokémon. Mhm. Donc il y a eu une grosse période de creux au milieu. Donc ce que j'ai préparé un petit peu en fait, c'est une liste de cartes Ouais. pour expliquer un petit peu la chronologie voilà, à quel moment j'ai commencé, à quel moment j'ai eu un petit creux. Voilà, pour expliquer rapidement, donc la toute première carte, c'est une carte donc de team double danger en fait, donc Ouais. de Team Aqua, Team Magma. Donc c'est une carte qui est une série qui est sortie en 2015. Ok. Donc du coup c'est la toute première ultra je pense que j'ai sorti en fait de Pokémon vraiment dans les boosters. Donc bien sûr avant d'ouvrir les premiers boosters, qu'est-ce que j'ai fait j'ai parlé avec un ami d'enfance en fait, je suis arrivé chez lui. Il m'a sorti en fait, donc il collectionne beaucoup de choses, des jeux vidéo, des bandes dessinées, etc. Et il m'a sorti des cartes Pokémon. Ouais. Donc moi, plus jeune, en fait, ce qui m'a affecté, c'est plus les jeux vidéo. J'ai des flashs en fait visuellement dans ma tête où je vois des cartes Pokémon. Donc c'est pour ça aussi, je suis pas spécialement attaché à la langue. Donc ça, j'imagine, ça va être une des questions qui va arriver tout à l'heure. Mais je suis pas spécialement attaché à la langue parce que voilà, dans ma tête, Pokémon, c'est surtout les dessins. C'est ça qui me vient en tête. Je me souviens du Mew antique dans la cour de récréation, etc. C'est qui s'en Ouais. souvient pas de celle-là. Ouais, tout le monde pensait que c'était une fake. Voilà, je me souviens de Ah, ce non, truc-là. non, de mon Ouais, côté, pas c'était trop. une carte ultra rare. Genre, j'ai une Mew antique, égyptienne, etc. Ouais, C'est une ouais, carte ultra il y a un rare. peu cet esprit-là, ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, je me souviens un peu de cette carte-là. Ouais. Donc voilà, j'ai mon ami, donc Jonathan, big up si tu passes dans le coin. Ouais, il m'a montré toute sa collection, il m'a montré des Raichu édition 1, Secret de Rocket en français. J'étais comme un fou. Et du coup, ça m'a donné envie, il m'a donné quelques cartes. Donc de l'époque, je me souviens plus exactement des Koenko, des rares pour démarrer. Et puis j'ai ouvert mes premiers boosters. Donc c'était l'avantage des séries à l'époque, qu'il y avait très peu de cartes, 34 cartes seulement. Quand on remarque un peu le nombre de cartes qu'il y a maintenant dans les séries en ce moment, donc c'est assez problématique, hein. Il y a trop de cartes je pense. Après, c'est une demi-série, c'est pas, Ouais, il n'y a c'est pas ça. eu de C'est display. pour ça que j'ai eu de la chance en ouais. fait d'essayer d'aller au bout de cette série parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes. Donc voilà, j'ai enchaîné tout de suite après avec une autre série qui est Origine Antique, donc pareil du bloc XY. Donc pareil qui date de 2015 à peu près. Il y a un peu plus de cartes, il y a 98 cartes dans la série. Donc voilà, mais super souvenir aussi. Là ça m'a déjà un peu plus calmé parce qu'effectivement il y avait trop d'ultra, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà. Et bien sûr je pensais aussi aux cartes de mon ami Jonathan qui m'a montré donc, les fameuses Wizard, donc les cartes de mon enfance, hein, donc je suis dans les années 90.
Et donc j'ai commencé à acheter quelques cartes. J'ai vu que c'était pas si cher que ça au final. Tu pouvais avoir des Co&Co. À 2014-2015, ouais, on était dans les quelques centimes la commune. Ouais, voilà, c'est ça, quelques centimes la commune. Et même tu pouvais viser du édition 1 avec quelques centimes aussi. Tu pouvais prendre en 50 lot. centimes la Pikachu set de base. Merci Exactement. beaucoup. C'est ça, exactement. Et donc du coup, j'ai commencé à remplir mes classeurs de Co&Co. Je voyais que c'était faisable. En parallèle, bien sûr, de toujours ouvrir des boosters. Et donc la carte qui m'a marqué un petit peu, donc c'est celle-ci, c'est la Dracolos édition 1 de Fossil. Donc c'est la première carte qui doit être dans cette période de temps qui est la plus chère, avec la barrière psychologique des 50 € en fait. Je l'ai acheté à 50 € à l'époque. Aujourd'hui 50 € t'en achètes 15 000. ouais, des chances, du coup c'est 50 €, c'était vraiment pas trop cher je pense. Et, et du coup elle est assez propre, elle est revenue, en plus je l'ai fait grader il y a pas longtemps, juste... je me moque un peu de la note, elle est revenue avec un 7, on était excellent, c'est bien. Mais c'est vraiment pour immortaliser les cartes qui ont marqué du coup cette période. Donc voilà, un peu, j'ai commencé du coup à me lancer un peu sur du Wizard à ce moment-là. Ouais. En français, toujours pas de japonais à l'horizon, sauf... Mais justement, en parlant de japonais, les premières cartes que j'ai ouvertes en japonais, donc je commençais à voir effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, Origine Antique, ça commençait à être un peu cher, il y avait beaucoup de cartes. J'avais quand même envie d'ouvrir des boosters, donc je me suis lancé, j'ai vu qu'il y avait des cartes japonaises plus accessibles. Honnêtement, je respectais pas trop ces cartes à l'époque, je pensais même presque que c'était des fakes, qu'il y avait trop d'effets, je comprenais pas trop le les principe. paillettes et tout ça, ouais. Au final, ces mêmes cartes-là, je pense qu'elles sont maintenant mieux cotées encore que les françaises équivalentes. Je pourrais pas te dire ça, malheureusement. Ouais, du coup, donc en fait, donc voilà, je les adore aussi, celles-ci. Donc j'ai montré que celle-ci, mais j'ai aussi les Pikachu Poncho, donc ça coûtait rien. Maintenant, on galère avec Eevee et Rose à trouver des coffrets, alors qu'avant, ça coûtait rien, personne n'en voulait. Et voilà, donc malheureusement, je peux pas les montrer, elles sont en cours de dégradation chez PSA. Mais de toute façon, il y aura des images de tout, là, je vais prendre des photos de tout va être sur le côté. Allez, ça roule, ça marche. Donc après, voilà, la suivante, c'est... Donc là, voilà, donc, à peu près 2015-2016. Donc un peu de Wizard, un peu de japonais vers la fin, et donc après une petite pause, même une grosse pause de jusqu'à 2019. Donc, ah oui, c'est très grande pause. Une très grosse pause. Et donc il s'est passé plein de choses, notamment XY Evolution, donc quand je suis revenu, j'ai vu un peu tout ce qui s'était passé. Je regardais quand même des ouvertures sur YouTube un petit peu, et donc ça me donne envie de revenir. Et donc voilà, j'ai essayé de retrouver quelques boosters XY Evolution, donc j'ai ouvert un peu de légendes brillantes également, avec les petites brillantes que j'aimais bien, et donc Majesté des Dragons aussi, avec le petit coffret avec le Dracolos que j'aime beaucoup. C'est un coffret premium, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait 2 ou 3 rainbows, je sais plus. Tac, oui, je crois qu'il y avait avec. Et je t'avoue, je sais plus. Ouais, j'adore Dracolos, c'est celle-ci que j'ai retenue surtout. Je me demande s'il n'y avait pas un OO, non? Non, les OO, c'est Légendes Brillantes. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, un petit peu. Première carte aussi que j'ai acheté gradée sous PSA à l'époque et qui n'est pas en français, donc qui est un Pikachu Shadowless. À l'époque, juste voilà, pour la nostalgie, j'avais acheté cette carte, je crois, 25 €. Donc c'est pas une édition 1, c'est vraiment une Shadowless à Charizard. Donc big up Charizard, Henry, du coup, on reparlera de lui tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ouais. Beaucoup marqué ma collection, et voilà. Mais donc la première carte PSA, donc découverte des subtilités de Wizard, avec en tout cas sur l'aspect US, le Shadowless, l'édition, la différence avec le Unlimited, la fameuse 4ème édition, découvrir un peu cette période-là. Et bien sûr, donc 2019, qui dit 2019 dit Destiny Occulte. J'ai ouvert peut-être à la recherche du Dracofeu, on a tous fait ça. 400 boosters, impossible de trouver ce Dracofeu, très très frustré. Donc voilà, un élément à retenir aussi, voilà, beaucoup de boosters, on n'arrive pas à trouver les cartes qu'on souhaite, ça coûte très cher. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi en 2019, à mon retour, donc j'étais content d'être revenu un peu dans Pokémon, parce que si vraiment tu vas dans ce pays sans connaître, sans être autour des cartes Pokémon, c'est dommage de ne pas profiter à 100%, parce que je suis parti au Japon en fait, en 2019. Et donc là, ça a un peu été un tournant dans ma collection, clairement. Parce que voilà, j'ai découvert plein de cartes japonaises, notamment cette petite Pikachu de Shibuya, en fait, de l'inauguration du Pokémon Center de Shibuya. Donc ils distribuaient gratuitement cette carte en tant que visiteur quand tu étais à l'ouverture
de ce Pokémon Center là, donc que j'adore en fait, et ça m'a bien marqué cette période là, donc c'était super. Dans ce Pokémon Center de Shibuya, il y avait également, je pense que pas mal de personnes l'ont vu, peut-être que si Ouais, jamais je tu mettrai des retrouves photos, une photo, ouais, ça peut être pas mal. Mais c'était le fameux Mewtwo Labo aussi, qui était donc physiquement là, donc le Mewtwo. Taille réelle. Taille réelle, Oh, même putain, plus grand, hein, je pense Ah que ouais, honnêtement Putain. c'était immense. Ça devait être fou. Ouais, franchement c'était de trop bons souvenirs. Je voyais des munch partout aussi. Alors En qu'aujourd'hui, vitrine. c'est super rare d'en trouver. Ouais, je sais pas si c'est rare, mais c'est très cher. Ouais. Et là, les prix, bien sûr, étaient très abordables, c'était hyper intéressant. Voilà. J'en ai pas profité honnêtement assez. J'en ai pas acheté assez. J'ai acheté, je crois que j'ai même pas acheté le Pikachu là-bas, j'avais acheté juste les versions, les Pokémon en dessous, Evoli, etc. Psychoquack aussi. non Psychoquack, Ouais. très bien là aussi. Oh, la mémoire. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Hein. La spécialiste du japonais, attention. il a pas tout dit. J'arrive dans le japonais, attention, j'arrive. hein. Et du coup, j'ai découvert aussi plein de cartes Wizard que je ne connaissais pas, les promos GB, donc Mewtwo, le Lugia, donc voilà, de magnifiques cartes. Donc ça m'a fait découvrir plein de cartes japonaises que je ne connaissais pas. Et des cartes aussi Wizard que je ne pensais jamais pouvoir posséder en français, à cause du prix, hein, inaccessible complètement. Encore un Dracolos, vous avez compris que j'aime bien Dracolos, on l'a bien compris. Le Dracolos qui est très connu aussi sur ma chaîne, vu qu'il est dans 2 tops. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le petit Dracolos Lumineux, ouais. lumineux de Neo Destiny, ouais. que j'adore. Donc voilà, ça m'a permis d'être au Japon, de trouver de belles cartes Wizard à des prix très raisonnables. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais plus rattaché dans ma mémoire à des souvenirs liés aux illustrations des cartes plus que La langue, ouais. que la langue des cartes. Donc voilà, moi ce que je cherchais c'était vraiment les illustrations, c'est ça que j'adorais, sans me ruiner voilà, dans la collection. Donc je peux comprendre en tout cas qu'il y ait plein de monde qui disent mais moi le japonais ça me parle pas. Mais voilà, encore une fois, ce qui m'intéressait c'était les illustrations, c'est ça qui m'a touché le plus. Donc bien sûr en revenant du Japon, parce que le voyage il faut bien qu'il s'arrête un jour. Hein. Malheureusement, ouais. Du coup je suis revenu, j'ai ouvert un peu de Eclipse Cosmic, donc il y a de très belles cartes dont cette alternative magnifique. Magnifique. Voilà, J'ai jamais vu d'ailleurs. Ouais, tiens. Et donc voilà, donc encore une fois du français, mais je commençais à être de plus en plus frustré au niveau du français. Tout le monde est plutôt d'accord, j'imagine, sur la qualité des cartes qu'on tire. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal de défauts, il y a pas mal de mal cadrage, voilà, Défaut d'usine. défauts d'usine, des traits d'usine, etc. Effectivement, ouais, beaucoup de frustration sur ça. Ça coûte très cher. Je pense que c'est la langue sur les boosters qui coûte le plus cher. Et donc, c'était Le français 30%, je crois. Ouais. Ouais. Ça coûte plus cher que l'US et dans toutes les autres langues. Et la qualité ne suit pas pour moi. Donc, assez frustrant. Donc, du coup, au final, j'ai quand même continué un tout petit peu. Et donc, ça a été, je pense, donc, cette carte-là qui a été déterminante pour l'arrêt en fait, Du gradé en France, quoi. Ouais, pas spécialement du gradé parce que là, ces cartes-là, je les ai gradées vraiment très longtemps après, il y a pas longtemps. En France, oui. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment les cartes que. L'arrêt, en fait, pour moi, de la collection en français, donc de l'ouverture de boosters français, parce que les états des cartes ne suivent pas derrière. Donc voilà, typiquement, cette carte-là, elle est revenue avec un 9, on se demande pourquoi, mais il y a un gros défaut derrière d'usine, un gros point blanc. Comme vous voyez en photo, quoi. Ouais, voilà, on mettra en photo. Donc, du coup, j'étais très déçu de voir que cette carte-là sort de booster dans cet état. Et donc, voilà, pour moi, c'est une magnifique carte. Je l'attendais et au moment où je l'obtiens, elle a un défaut. Donc, voilà, ça a été radical. En gros, tu as eu 2 tournants, quoi. Au début, c'était plutôt illustration française, etc. Ouais. T'es arrivé au Japon, bam, déclic. Déclic et ça. Donc, j'étais Voilà. déjà un peu, Ouais, j'étais déjà un peu de ce côté-là, du côté japonais. Et au final, ça a conforté un peu mon idée carrément. de revenir et d'ouvrir encore du français, de voir encore tous ces défauts. Donc, voilà, je me suis dit, ok, bon, concentre-toi sur le japonais. Voilà, en plus, sur les groupes, il y a de plus en plus d'engouement sur le japonais. Donc, j'étais pas tout seul dans cette mode-là, je pouvais échanger des cartes aussi. C'était intéressant, mais voilà, il y avait quand même, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, appartement oblige, on doit faire des choix dans la collection, on peut pas tout collectionner. Donc du coup, j'ai aussi très centralisé ma collection autour du Wizard, donc avec des magnifiques cartes Wizard, donc dans le Bilingual Executor du Trainer Magazine, donc c'est pas la secrète. C'est pas la trophy, pardon, ouais. du coup. Donc c'est pas celle qui a été distribuée pendant les tournois, bien évidemment, en PSA 10, sinon... Et c'est ni la secrète de XY Evolution. Bien sûr, ouais. C'est vrai. Donc voilà, après des Masaki, donc
Pareil de la campagne évolution, il y a des Natawake, donc plein de cartes qui n'existent pas en français ou en US, exclusives, des illustrations exclusives en japonais. Donc ça m'a fait découvrir toutes ces cartes-là et à quel point c'était enrichissant le Wizard en japonais. Donc voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, d'histoires, etc. Dans le No Rarity set de base aussi, que j'adore. Donc voilà, plein Alors de cartes. pourquoi No Rarity? Alors, Parce qu'on a eu un peu le débat tout à l'heure Ouais. hors caméra, et C'est du ça. coup c'était intéressant aussi de vous partager le point de vue d'une carte No Rarity. Donc le No Rarity existe exclusivement sur le set de base. C'est ça. Tu me coupes hein, si Ouais, je non, dis non, des, mais c'est si ça, je dis en des erreurs. Donc la première impression du set de base était des cartes sans symbole, donc il n'y a pas de rond, de losange ou d'étoile. C'est ça. Et après, comme tu me disais, il y a deux écoles. Il y a soit ceux qui disent que c'était une erreur d'impression et du coup après le set de base a été réimprimé avec les symboles de rareté, ou alors c'est parce que c'était une campagne de communication où les Japonais ne comprenaient pas en fait la rareté et la pop de cartes. Par exemple, on ne savait pas qu'un Dracofeu était peut-être une rare, ou une carte qui était moins présente dans les boosters lors du tirage. Donc c'était à peu près ça. C'est J'ai à pas peu dit de près ça. bêtises. Alors en fait, juste pour le Dracofeu, juste pour revenir sur le Dracofeu, parce qu'en fait, c'est les seules cartes au final où on voyait qu'il y avait une différence parce qu'elles étaient holographiques. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas les non holographiques en fait sur le set de base japonais. Ok. Du coup, il n'y a que donc la version holographique. Du coup, en gros, on pouvait pas. Si on sort un Dracofeu qui est holographique, on voit bien qu'il y a une différence de rareté par son holographisme Ouais. avec les autres Ouais, cartes. ouais, c'était pas le bon exemple. Ouais, peut-être pas, mais par contre, Bon, il y a des Draco cartes. alors. Ouais, Draco, très bon exemple, Draco. Je tire un Draco qui me dit qu'elle n'est pas plus rare mais qu'une peu commune de l'Iputu. Voilà. Donc du coup, on ne pouvait pas le savoir parce qu'on n'avait pas encore cette notion de symbole de rareté. Donc du coup, effectivement, il y a deux écoles. Donc il y a déjà juste pour clarifier, à ne pas confondre le No Rarity symbole avec les cartes qui ne sont aussi sans symbole de rareté comme les cartes de deck de Jim, par exemple. Il y a des cartes qui n'ont pas de symbole de rareté et c'est tout à fait normal, ou d'autres cartes de deck, on va montrer l'exemple tout à l'heure. Mais du coup, voilà, ne pas confondre avec ces cartes-là. Par contre, donc voilà, on parle bien exclusivement du set de base, des cartes du set de base, qui sont apparues du coup au départ vraiment pendant, je crois, une période, si je dis pas de bêtises. Dites-le en commentaire si je dis des bêtises, mais il me semble que ça s'est sorti pendant 3 semaines d'impression en fait sans symbole de rareté, donc en 1996. Donc c'est officiellement les toutes premières cartes Pokémon de tous les temps en fait. Honnêtement, avec les deux promos qui sont sortis, le Rondoudou et le Pikachu, ouais. c'est ça. Mais donc vraiment c'est les toutes premières cartes de Pokémon de tous les temps. Et donc voilà, il n'y a pas de notion d'édition 1 et d'édition 2, et c'est vraiment le fait de cette absence de symbole qui nous permet d'identifier que c'est vraiment celles-ci les premières qui sont sorties. Donc voilà, pour revenir après, donc tu l'as très bien expliqué, il y a deux écoles, ceux qui pensent que c'est une erreur d'impression pendant ces 3 semaines, une correction après d'impression sur les semaines suivantes, ou parce que justement la deuxième école semble de plus en plus plausible et de plus en plus vérifiée, parce qu'en fait on va trouver des magazines où on trouve justement des illustrations des cartes sans symbole et des campagnes promotionnelles avec une affiche notamment. Je t'enverrai le site si j'aime pour le montrer aux viewers, mais donc il y a des affiches de promotion où on voit les cartes sans symbole également, et donc c'était a priori volontaire de Pokémon. Ils n'auraient pas pu se tromper à la fois sur l'impression et à la fois sur toutes les campagnes de promotion. Ça semble un peu louche, donc ça semble être beaucoup plus plausible cette partie de finalement on va changer notre stratégie de communication pour que les gens puissent vraiment identifier et faire des échanges de manière équivalente, et de rajouter donc, dans le petit espace qu'on a, qui est en bas à droite de la carte, et rajouter un petit symbole très clair pour tout le monde, donc voilà, qu'on a gardé après sur tous les autres sets. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça exactement. Super. Écoute, merci pour ces informations, c'est toujours important, mais je pense que au vu de tout ce que tu connais sur le japonais, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une deuxième interview centrée sur le japonais, parce que je pense que tu es une mine d'informations sur Pokémon. Avec ce que tu m'as montré hors caméra, il y a des choses que je ne savais pas. On va en discuter aussi un moment, on va vous présenter une carte trainer dans la vidéo, où voilà, si on ne le sait pas, eh ben on ne le sait pas, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable le nombre de choses à savoir sur les cartes japonaises. Je suis étonné par tout ce que je vois, honnêtement. Et là, je repars d'ici, les gars, j'ai plein d'infos en tête. Ouais, là, il y a des choses que je ne savais pas, et c'est super cool de pouvoir en apprendre tous les jours sur Pokémon. Et c'est un peu le but aussi de ces interviews. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet.
tu es, comme je disais, un passionné qui apporte ses connaissances à la communauté et ça passe par une application. Donc tu as développé une application pour lister ces cartes. Donc tu es le créateur de PK Vintage. Exactement. Et donc comment t'es venue l'idée? Pourquoi cette application? Yes. Alors je pense que tout le monde en a entendu parler, le fameux virus qui nous a attaqués donc depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, donc tous confinés à la maison, etc. Donc l'idée c'est effectivement beaucoup d'informations avec toutes ces cartes, toutes ces illustrations, des petites subtilités, les symboles de rareté, des fois oui, des fois non. Donc l'objectif c'était, j'avais vraiment besoin d'un outil déjà pour moi avant tout, d'un listing de toutes ces cartes, des informations, pouvoir lister aussi les cartes que j'ai, dans quel état, les prix d'achat, etc. Vraiment le maximum d'informations. Donc au départ, voilà, mon métier dans la vie, c'est le développement d'applications mobiles spécialisées sur Android. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 2 passions, vraiment, ça me passionne aussi vraiment le développement d'applications mobiles. J'ai pris le petit t-shirt Android, etc. pour bien le montrer. Donc du coup, donc voilà, j'avais envie de réunir mes 2 passions, donc, qui étaient le développement d'applications mobiles et Pokémon. Donc notamment les cartes Pokémon. Et donc voilà, j'ai envie à la base de faire un outil pour moi et au fur et à mesure du développement, je me suis rendu compte que je pouvais le partager au reste de la communauté et de rendre un peu plus l'application un peu plus dynamique et donc voilà, de rajouter des fonctionnalités pour que ça soit utilisable par tout le monde. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Et donc j'ai profité de la période de confinement. Voilà, Parce que tu avais du temps et que tu as développé à fond. C'est ça, de me mettre un peu dans ma bulle, de sortir quelque chose de positif de toute cette période où on est resté bloqué à la maison. Et donc le lancement du développement de cette application. Ouais. Yes. Et du coup, j'imagine qu'on te pose beaucoup la question, mais comment on fait une application comme ça? Combien de temps ça met? Ok, alors, donc, c'est une très bonne question. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement d'applications c'est mon métier. Donc donc j'ai suivi un cursus d'ingénieur en informatique, donc un bac+5, donc c'est très compliqué, il faut comprendre les algorithmes. Même un ingénieur, ils ont chacun des spécialités, donc là moi c'est spécialisé dans le développement d'applications mobiles. Donc voilà, c'est du travail. Donc on peut toujours s'en sortir de manière autodidacte et apprendre soi-même avec beaucoup d'acharnement. C'est possible aussi, j'en connais des gens qui s'en sont sortis. Mais voilà, encore une fois, c'est un métier. Donc moi je le pratique tous les jours. Et donc, mais voilà, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est pas tellement les fonctionnalités de l'app en elle-même, c'est la collecte de toutes les données qui sont maintenant disponibles sur l'application. C'est ça qui a effectivement été le plus lourd et le plus long. En fait, ouais. Et du coup, vous êtes combien pour tout ça? Alors du coup, donc, comme je l'ai dit, je suis tout seul sur la partie développement d'applications Android parce que c'est mon métier. Et j'ai un ami qui est Albert, qui travaille sur l'application iOS. Donc merci beaucoup à lui, parce que le projet ne serait pas du tout disponible sur iOS sans lui. Hein. Ouais. Donc pour expliquer un petit peu à tout le monde, Albert, il connaît pas du tout Pokémon, il a fait vraiment parce qu'il a cru au projet, il a cru en moi et à ce que je lui expliquais, ce que je proposais exactement. Et donc du coup, il s'est donné à fond et l'application donc, est maintenant disponible aussi sur iOS, donc c'est super. Et donc merci beaucoup à lui. En description. Yes. Et du coup, donc voilà, encore une fois, donc on est deux et il y a ma compagne qui m'a beaucoup aidé aussi pour le testing. Toutes les personnes qui m'ont aidé sur le testing, t'en fais partie aussi là au début. Voilà, et la personne vraiment pour moi qui a été un tournant dans le développement de l'application mobile pour valider en fait toutes les cartes. Tout à l'heure tu as dit que j'étais une source de données en japonais, etc. Mais il y a le level au-dessus encore. Il y a le level vraiment au-dessus et il n'y a pas d'adjectif pour moi. C'est un honneur, c'est Charizard, Henry, donc, que tout le monde connaît maintenant, il est populaire de tout le monde et sur les groupes. Et donc, voilà, il m'a énormément aidé pour ma collection personnelle, la patience qu'il a, c'est incroyable et enfin voilà, merci 1000 fois à Charizard, on s'est parlé que par chat sur Messenger, donc on s'est jamais vu, etc. Donc si je peux lui transmettre un merci sur cette vidéo, avec plaisir. Mais voilà, il m'a appris énormément de choses, c'est grâce à lui aussi que je me suis lancé sur le japonais à ce point là, parce qu'il m'a donné envie vraiment de me faire découvrir tout ça, toute cette histoire derrière les cartes. Et là, voilà, toute l'application, la validation vraiment de toutes les subtilités. C'est ça qui était le plus dur et le plus long, quoi. Ah oui, pour lister par exemple toutes les cartes trophies, voir vraiment la différence entre certaines éditions, avec certaines promotionnelles, certaines promos ou pas.
Donc ouais, pour moi c'était assez compliqué. J'ai appris beaucoup de choses tout au long du développement de l'application. Mais voilà, le fait que j'ai toujours quelqu'un à qui je peux poser cette question et qui me répond de manière très réactive et toujours avec bienveillance. Donc voilà, encore une fois, Charizard est derrière beaucoup de projets Pokémon. Il était derrière le projet de la vidéo Magikarp University et d'ailleurs encore merci. Charizard qui est derrière tous les projets japonais, j'ai l'impression. Ouais, franchement, encore une fois, c'est une source d'information incroyable et on a vraiment besoin d'une personne comme lui en France. C'est toujours appréciable. J'imagine que c'est des centaines d'heures pour rechercher les scans, etc. Est-ce qu'il y a des séries où tu as vraiment galéré à trouver des scans? Parce que j'imagine que Henri, bien qu'il ait des connaissances, n'a peut-être pas tout. Ouais, mais Henri, il a gardé aussi beaucoup de bouts de cartes de toutes les photos qu'il envoie à chaque fois sur ses annonces, mais il les garde de manière historique, même s'il n'a plus les cartes à intenter. Il les a, il veut les fournir. Je me suis aidé aussi de la Bible, la fameuse Bible Pokémon aussi, où il y a beaucoup de cartes qui sont listées à l'intérieur. Donc voilà, mais il y a d'autres personnes aussi, j'ai récupéré des cartes de ma propre collection aussi, d'autres personnes de la communauté qui m'ont fourni des cartes aussi, et beaucoup de recherches, honnêtement, sur internet, il y a énormément de screens aussi de cartes, donc voilà, ça a pris un temps fou, mais voilà, encore une fois, mais l'application est complète, quoi. Ouais, donc ça a pris énormément de temps, mais voilà, j'étais déterminé, de toute façon je voulais au moins lister l'intégralité des cartes de Wizard en japonais et en US. Ouais. Voilà, et après la motivation aussi quand on a un travail comme ça qui est quasi infini, c'est aussi le soutien des personnes qui y a autour. Donc il y a Nicolas Sénès qui est un très très bon ami à moi aussi maintenant, avec qui je suis arrivé sur les groupes aussi et qui m'a soutenu beaucoup sur Android, donc merci Nicolas aussi. Et il y a Mister Fuji aussi, donc j'ai pas parlé de lui, Mister Fuji, mais pareil, encore une fois, on a de la chance d'avoir des personnes comme ça dans la communauté, c'est incroyable. Tout le monde doit lui envoyer des messages sans cesse pour pouvoir discuter avec lui. Il a pris le temps de faire un call avec moi, on s'est partagé quelques cartes, je lui ai parlé du projet, il m'a soutenu, il m'a beaucoup soutenu et ça m'a motivé en fait, et c'est ça qui m'a aussi permis de rester motivé et de continuer. Bah ouais, quand tu as des grosses pointures, j'aime pas utiliser cette terme, je suis désolé, mais quand tu as des grosses pointures comme ça qui te motivent sur un tel projet, alors que toi, excuse-moi l'expression, random, tu vois, tu débarques dans la communauté, tu arrives avec un projet fou, c'est de faire une liste de toutes les séries Jap. D'ailleurs, est-ce qu'elles y sont toutes? Yes, elles y sont, à ma connaissance, elles y sont toutes. Okay. Il reste, je pense, encore qu'une série, bon, peut-être d'ici la sortie de la vidéo, elles y seront. C'est la dernière série, c'est la World Collection avec les Pikachu dans toutes les langues. Okay. Donc voilà, où j'ai du mal à la catégoriser si c'est japonais ou si c'est global. Mais donc voilà, celle-ci, je vais la rajouter aussi. Mais non, a priori, il y a à peu près au moins 3000 cartes sur la partie japonais et peut-être 1500 sur la partie globale. Ouais. Donc ouais, il y a quasiment toutes les cartes. Ouais, c'est incroyable d'arriver avec un projet comme ça où tu sors un peu de nulle part en disant ouais je vais faire ça, parce que c'est un énorme projet, comme tu disais, c'est des centaines d'heures de recherche, de travail, de développement. Et le fait qu'aujourd'hui tu arrives à sortir quand même une première version, je sais pas, on est un peu plus de la première version, mais on va dire t'as un produit qui est fini, il est fini aujourd'hui. Enfin, la base est finie. Les cartes, la base est finie pour les cartes. Et aujourd'hui, avoir une application qui liste les séries japonaises, il n'y en avait pas. Parce que moi, je sais pas si tu as vu, je faisais des listes papier informatique. On m'arrêtait pas de me demander est-ce que tu peux faire les listes japonaises. Je n'ai pas d'expérience en japonais, je n'en sais rien. Et là, du coup, t'es arrivé, j'ai dit il y a une application si tu veux. Parce que moi, du coup, je fais pas les listes, c'était surtout pour du papier. Mais là pour le coup, moi quand j'ai téléchargé dans l'application et j'ai regardé les listes japonaises, parce que forcément quand on me pose la question, je me renseigne, et quand j'ai vu toutes les listes, j'ai fait mais heureusement je suis pas parti là-dedans moi. Je fais mais c'est incroyable, il y a tellement de cartes, il y a tellement de séries, il y a tellement de choses différentes, on va le voir, la question, on va voir juste après, il y a des cartes qui sont pareilles, exactement pareilles, mais qui sont complètement différentes. C'est ça, et du coup tu as un exemple. C'est ça. C'est l'exemple, c'est avec une carte du set de base, donc on parlait tout à l'heure du No Rarity, et aujourd'hui on a cette carte. Donc cette carte, c'est exactement la même. C'est exactement la même du set de base. No Rarity, il n'y a pas de symbole, mais elle ne fait absolument pas partie du set de base. Non, pas du tout. Donc comparé à celle-ci qui vient du set de base, je vous laisse
5 secondes dans les commentaires pour me dire la différence. Celle-ci a des écritures plus grosses. Ouais, C'est tout. pas les mêmes textes en fait. Ouais, c'est pas les mêmes. Enfin, après, moi je dis pas le japonais, Ouais, mais pour ouais, le c'est coup. ça. Du coup, celle-ci vient d'un deck. Exactement. Donc, comment on peut voir la différence sur ton application? Ben, du coup, c'est ça en fait. Au-delà du listing, comme tu as dit, donc il y a le listing des cartes qui est super important. Et il y a le fait de pouvoir s'appuyer sur une source vérifiée avec des illustrations validées par justement les pontes de la communauté donc de garantir en fait que la carte que je vois avec le texte que je vois et les symboles que je vois me confirment bien que c'est cette carte de cette série. Voilà. Donc quand il y a des aspects aussi glossy, non glossy, c'est écrit dans le titre aussi. On a toujours un lien vers la page de wiki, Bulbapedia aussi, qui est comme son nom l'indique, une bibliothèque énorme d'infos aussi. Donc on peut toujours s'appuyer, voir un peu l'histoire de la carte derrière aussi en plus. Et t'as fait ça pour chaque carte? Pour chaque carte, ouais. Ouais. Donc chaque carte, le nom du Pokémon en français, en anglais, en japonais, le nom de l'illustrateur, le screen de la carte, le numéro de la carte dans le Pokédex, la position de la carte dans la liste de la série. Donc, voilà, et j'essaie aussi à chaque fois d'avoir une photo de suffisamment un scan assez net pour qu'on puisse voir les détails et notamment le texte par exemple ici. Donc dans l'application on peut retrouver la photo de la carte du set de base avec le symbole de rareté, donc on va le retrouver, on va voir exactement le même texte et la carte qui vient du deck, donc on va pouvoir la retrouver aussi du Quick Starter Deck. Et ça, comment on le différencie? Par exemple, moi qui connais pas, par exemple, je collectionne le japonais, je commence, je fais cool, j'ai la carte du set de base qui est là, je la rentre, et comment je vais voir que c'est pas en fait la même? En fait, comment je peux, il y a une fonction recherche sur l'application qui permet de voir que en fait ça va être deux cartes différentes. Ouais, ben en fait déjà je peux écrire le nom de la carte directement, Pokémon Trader, et en fait je vais voir le scan de la carte en anglais, le scan de la carte du set de base et le scan de la carte du deck. Donc je vais avoir déjà 3 cartes qui vont apparaître pour Pokémon Trader. Donc, du coup je vais me dire, il y a peut-être une subtilité, attention, surtout le no rarity symbole, ça commence à être de plus en plus coté, là en plus il y a une rare ici dans cet exemple, donc il ne faut pas se tromper. Faites attention au label PSA, il y a des erreurs aussi qui tournent de PSA, de cette même carte là, donc exactement cette carte-ci avec un label no rarity symbole, alors qu'en fait c'est une carte qui vient du deck. Okay. Donc, voilà. Encore une fois, toutes ces infos là dont je suis en train de vous parler, je remets la gloire à la personne qui m'a appris tout ça, Charizard encore une fois, qui m'a expliqué tous ces détails, et pour moi c'est hyper passionnant. Et j'en apprends encore tous les jours, je parlais encore avec un autre collectionneur de la communauté, il m'a montré des subtilités de texte aussi, des modifications d'erreurs sur le set de Neo Genesis. Donc voilà, je savais pas du tout qu'il y avait encore des subtilités comme ça. Donc voilà, c'est super intéressant, il y a tellement de choses sur le wizard japonais, c'est fou. Ouais, on en apprend tous les jours, et là, Ouais, là tout à l'heure, il a fait le jeu de toute façon avec moi, il a fait est-ce que c'est une no rarity? Il m'a montré celle-ci. J'ai vu qu'il y avait un petit souci au niveau des textes, mais je ne savais pas c'était quoi la vraie différence. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, même de gros collectionneurs qui aient cette info-là. Peut-être qu'ils l'auront maintenant. Yes. Du coup, ce que PK Vintage a de plus que les autres applications, c'est vraiment le fait d'avoir un répertoire de cartes qui est vraiment ultra détaillé, avec on peut pas se tromper en fait. C'est impossible. A priori, normalement, non, sauf si, encore une fois, la communauté, il y avait eu des erreurs, au moins au niveau de l'ordre des cartes. Donc on m'a fait des feedbacks, c'est ça aussi l'objectif, c'est que je suis accessible à tout moment, donc les personnes peuvent venir me voir, et je fais les correctifs en temps réel. Donc c'est pas seulement mon application, c'est l'application un peu de la communauté, on essaie de la faire vivre. Donc s'il y a la moindre erreur, je la rectifie, je suis très très réactif pour ça. Donc voilà, et après au-delà des autres applications, vraiment au-delà de l'aspect référencement et encyclopédie des cartes, de toutes les cartes qui existent, donc il y a de grosses features, et c'est ça pour moi l'avantage numéro 1 à cette application, c'est vraiment le détail dans l'ajout des cartes, dans la collection. On peut saisir le prix d'achat, la date d'achat, potentiellement si elle est gradée, l'état, l'édition, si elle était signée, si elle était par exemple si elle a été mal découpée, miscut, exactement. Si elle était gradée, on peut noter, on peut lister PSA, enfin toutes les sociétés de gradation, BGS, etc. Même PCA, on peut noter la note, on peut noter un petit espace commentaire pour dire par exemple je l'ai acheté à tel endroit dans telle boutique,
etc. C'est une Voilà. application vraiment ultra centrée sur nos cartes à nous et on peut les détailler à fond en fait. C'est ça, Et l'idée derrière ça, c'était vraiment qu'on ait un historique de tous nos achats exactement. et nos ventes aussi, ce que tu disais. C'est ça, on prix peut de en- vente aussi, prix de exactement. vente aussi. Et derrière, ça peut nous faire aussi un petit cumul. C'est comme ça que j'ai su que j'avais dépensé 15 000 euros dans Wizard Edition. Yes. Voilà, puis après, si tu vends aussi, tu as aussi la liste de ce que tu vends. Et du coup, ces données-là, qu'est-ce que tu en fais, toi? Parce que j'imagine que tu as eu des questions sur les données, savoir qu'est-ce que tu en fais derrière. Ouais. Est-ce que c'est public, est-ce que c'est pas public, qui a accès, qui a pas accès, etc. Yes. Donc du coup, oui, effectivement, donc, toutes les données qu'on va enregistrer, il y a le prix d'achat et le prix de vente. Donc on peut avoir un écran dans l'application qui s'appelle Statistiques où on voit justement tous combien j'ai dépensé, combien j'ai réussi à vendre, et donc aussi une nouvelle section qui arrivera bientôt avec les bénéfices, de voir le pourcentage de bénéfices sur les achats et les ventes des cartes. Donc voilà, tous des aspects en historique. Je me suis inspiré vraiment des collectionneurs les plus avancés qui avaient des Excel avec beaucoup d'infos dessus. Donc l'idée c'est que tu as ton application, les données sont protégées et sécurisées sur des serveurs. Donc voilà, pour en arriver ici, c'est toutes les données actuellement sont stockées sur des serveurs de Google en fait. Donc le système s'appelle Firebase Database. Du coup tout est stocké à l'intérieur. Donc imaginons typiquement ce qui s'est passé avec OVH, avec les serveurs qui ont brûlé, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Du coup, il n'y a pas de risque de perdre nos données. Impossible. Okay. Impossible qu'il y ait sauf si Google se fait supprimer ou si ils ont ce qu'on appelle des sauvegardes en fait sur plusieurs serveurs. Donc voilà, c'est l'architecture qu'il y a derrière ce serveur, c'est celle qui s'appuie sur les services de Google en fait. Donc du coup, pour moi, c'est impossible. Qu'on les perde ou qu'on les vole. Voilà, qu'on les perde ou qu'on les vole. Quand on les vole, c'est toujours protégé avec un compte, double authentification, etc. Donc ça, c'est très compliqué de les voler. Et après, au-delà de ça, même imaginons, par exemple, s'il y a beaucoup de questions qui viennent, peut-être que j'empiète sur une autre question, je sais pas, mais est-ce que moi, de moi-même, qui ai accès justement à cette base de données, est-ce que je peux voir visuellement qui a quoi dans la collection et potentiellement appeler, mais t'as un item... t'as un Draco Cassette de base. Exactement, par exemple. Et bien ça, c'est impossible en fait. Okay. Donc c'est ça où j'ai envie de clarifier vraiment avec tout le monde, une bonne fois pour toutes, et pour que les gens soient rassurés de cet aspect-là. L'application est 100% anonyme. En fait, quand on se connecte avec un compte Google ou un compte Apple, ce qui va être généré derrière, donc avec le fameux, c'est pas justement, je demande pas d'inscription avec login, password que moi-même je vais stocker, etc. C'est pas du tout comme ça, c'est ce qu'on appelle de l'authentification Google Sign In et Apple Sign In. Du coup, en gros, c'est il va savoir que, vu que j'ai un compte Google qui est connecté sur mon device, sur mon appareil, mon téléphone, Android ou iOS ou iPhone, quand je vais m'authentifier, il va m'envoyer un identifiant unique, donc plein de chaînes de caractères incompréhensibles, et c'est avec cet élément-là que je vais stocker toutes les cartes de la personne. Donc en gros, je vais avoir moi dans ma base de données un gros chiffre et une liste de cartes. Et après, à chaque fois que la personne va lancer l'application, je sais que c'est cet identifiant-là qui est lié à cette personne, et je lui lister ses cartes. Okay. Mais moi, après, quand je vois la base de données, je ne sais pas à qui appartiennent les cartes. Okay. C'est très bien de le dire. Voilà, vos cartes sont protégées, il n'y a aucun risque de suppression de la base de données. Donc on ne peut pas perdre les cartes, elles sont sauvegardées sur les serveurs de Google. Et c'est totalement anonyme. Voilà, donc c'est vraiment pour clarifier cet élément-là. Parce que je sais que j'ai vu que tu étais fan de Dracolos, j'avais peur que tu viennes parce que j'avais un Dracolos lumineux édition. Peut-être, tu vois, donc c'est fou. Le mec force un peu avec son Dracolos. J'avoue que j'aime bien le placer un peu dans toutes mes vidéos. Du coup, comme tu parlais de base de données, est-ce que ça va te servir un peu de référence, par exemple, avec les gens qui mettent leur prix, leur prix d'achat, par exemple, moi, avec mon Dracolos. Ouais. Non, par exemple, moi, avec par exemple, mon Dracofeu du set de base à 90 €, ce qui va servir de référence pour ton application. Et par exemple, s'il y en a par exemple, des gens qui arrivent suite à cette vidéo et qui installent l'application et qui rentrent leur prix d'achat, par exemple, toujours sur le Dracofeu du set de base, est-ce que ça va te servir de référence comme quoi, voilà, il y a, par exemple, au mois de mai, il y a eu, je sais pas, 5 Dracofeu qui ont été achetés aux alentours de 1500 et 3000. Est-ce que ça va te servir de référence, par exemple, un peu comme eBay dans les ventes réussies? Ou vraiment vous n'êtes pas parti dans cette optique-là en disant on va pas exploiter ces données? En fait, il y a, ce serait super intéressant qu'on ait une application, puisque forcément les cartes qu'on collectionne, qu'elles soient gradées ou pas, elles ont de la valeur, prennent de la valeur sous le temps. On l'a jamais vu aussi bien qu'en ce moment. Du coup, ce serait effectivement hyper intéressant qu'on puisse
de la même manière qu'un wallet crypto-monnaie par exemple, en temps réel, d'avoir une estimation en temps réel de notre collection. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les cartes qui sont saisies dans l'application sont anonymes. Donc par contre, il serait très possible de croiser ces données et de pouvoir, donc si une personne remplit de manière correcte avec la date d'achat et le prix d'achat, de croiser ces données et de faire des estimations des cartes. Et donc, si on a l'estimation de chaque carte de la collection, de faire une estimation de la collection dans sa globalité. Et donc d'enrichir en fait l'écran statistique et de rajouter ces infos-là. Donc voilà, par contre, pour ça, il faut beaucoup de données pour que ce soit vraiment pertinent. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut partager l'application au maximum, qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs dessus. Et que voilà, donc derrière, ça servira vraiment, pourquoi pas, de référencement. Mais c'est pas l'idée aujourd'hui. Là, à terme, ce serait pas mal, mais l'objectif là, c'est déjà de se concentrer sur la stabilité de l'application, de lister vraiment toutes les cartes, et le CL également, donc on empiète un peu. On arrive après. Ouais, du coup, donc voilà, donc de stabiliser les fonctionnalités de l'application au maximum, de stabiliser l'application iOS qui est actuellement disponible aussi. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment ça. Et après, petit à petit, plus il y aura d'utilisateurs, plus les données seront pertinentes. Et dès qu'il y aura suffisamment d'utilisateurs, on pourra aussi également récupérer les données de eBay et d'enrichir également notre base de données des prix. Et puis tout croiser, dans vraiment des données intéressantes derrière après, c'est possible. Il y a que de beaux projets alors par la suite. Yes. Et on l'a su ce matin, je l'ai su ce matin, Pokécardex, donc, qui est très connu aujourd'hui en France, a sorti aussi ses séries japonaises. Donc j'ai pas encore checké les séries qui étaient présentes, mais j'imagine qu'il doit y avoir les basiques, celles de base Jungle Fossil jusqu'à Destiny, peut-être Expedition. C'est sorti ce matin pour le coup, donc j'ai rajouté cette question un peu en urgence. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu penses que tu es le concurrent de Pokécardex? Est-ce que tu penses que tu rivalises ou... Alors, j'ai pas prétention à rivaliser avec une société qui est autant avancée que Pokécardex, franchement, honnêtement, donc il faut être quand même réaliste. Par contre, effectivement, le projet, moi je suis déterminé, vous avez bien vu, de lister toutes les cartes. Je ferai mon mieux pour que ce soit la meilleure application sur le marché, donc si on rajoute toutes les séries, etc. Maintenant, là aujourd'hui, j'identifie en fait le produit de manière complètement indépendante. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, toutes les options, ajouter le prix d'achat, ajouter le prix de vente, ajouter l'édition, toutes les subtilités sur chacune des cartes. C'est des plus quoi. Mais toutes ces infos-là n'existent pas en fait sur Pokécardex. On ne peut pas faire ça. La liste de toutes les cartes japonaises et donc vraiment de pouvoir se baser vraiment sur toutes les cartes japonaises qui existent. Je suis pas sûr que Pokécardex ils aient listé toutes les cartes, seulement à mon avis les séries de base. Donc voilà. Et après ils ont effectivement rajouté par contre d'autres séries plus récentes. Voilà. Et du coup, pour moi, il y a d'autres features. Et après, il y a d'autres features aussi, on va en parler tout à l'heure aussi. Mais pour moi, voilà, c'est pas du tout le même produit, si ce n'est le référencement des cartes. Voilà. Mais si on utilise vraiment l'application pour saisir vraiment toutes ces infos de manière poussée, on n'est pas sur le même produit en fait aujourd'hui. Donc, et un autre point qui est super important tout de même, c'est que Pokécardex actuellement n'a pas d'application sur iOS en fait. Ouais, exact. Du coup, voilà, là aujourd'hui on a la chance d'avoir un développeur où c'est son métier également qui développe une application de qualité en natif, mais pas en web, sur iOS. La même chose pour moi, c'est mon métier aussi, donc on a deux applications avec deux développeurs à fond sur les deux versions. Donc voilà, donc je pense que les deux applications sont de qualité et voilà, on peut très bien aussi transférer du jour au lendemain. Si vous avez un Android, vous achetez un iPhone, vous gardez toutes vos cartes, il n'y a pas de problème aussi, ça fonctionne très bien. Écoute, je souhaite un bel avenir à ton application. Cette application d'ailleurs était dans le but de quoi? Passion ou thune? Je reprends exactement les termes de la question que j'ai eue. Yes, ça marche. Mais ça m'a fait rire de la laisser comme ça. C'est une bonne question. Plutôt passion ou argent sur cette application? Donc c'est une très bonne question, honnêtement. À chaque fois qu'il y a un projet, surtout avec Pokémon, forcément on pense à l'aspect business derrière, c'est normal. Pour réexpliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est effectivement moi, l'objectif avant tout, c'était de créer un outil pour moi et de le partager ensuite à la communauté. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exactement dans la même position que moi. Pour le japonais surtout. Pour le japonais, effectivement aussi. Donc voilà, l'objectif c'est de lister toutes les cartes, remplir les infos, pouvoir se balader et pas avec son Excel, donc de galérer, mais de pouvoir
se déplacer et d'aller chez les copains et de voir les cartes qu'on a dans la collection et les états, etc. Très facilement avec une application. Et donc là aujourd'hui il n'y a pas de business model, donc l'application est 100% gratuite. Donc voilà, après comme j'ai expliqué, on se base sur la solution de Google avec les serveurs. Donc bien sûr Google, eux, ils ont un business model, ils ne vont pas fournir les serveurs de manière gratuite, illimitée. Donc ce qui se passe en fait, c'est que plus il y aura d'utilisateurs sur cette solution de Google, à un moment, en fait, ils vont demander de payer. Et donc c'est effectivement là où il va falloir réfléchir à mettre en place un business model pour l'application, ne serait-ce que pour pouvoir payer en fait, les frais de maintenir des serveurs. Donc il y a ce premier aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a mon ami Albert qui développe l'application sur iOS, qui ne connaît pas du tout Pokémon. Il le fait, donc il est très gentil, etc. Il le fait pour me soutenir dans mon projet. Mais voilà, si en plus lui il a une carotte et un petit peu d'argent et il pour sera le motiver encore davantage. Exactement, c'est tout à fait légitime derrière un travail. Voilà, encore une fois, moi je le fais vraiment par passion et l'application je m'en sers. Lui c'est pas son cas, il le fait vraiment pour m'aider et donc s'il a une petite carotte derrière avec ce truc là, pourquoi pas, moi je serais super content aussi. Et pourquoi pas ouvrir une sorte de litchi ou du crossfunding peut-être aussi, ouais. Peut-être par la suite. Pourquoi pas, ouais. En tout cas, l'objectif vraiment c'est de stabiliser l'application, de faire la meilleure application possible, de ne pas hésiter à la partager et quand il y aura suffisamment de monde et qu'on arrivera dans ces fameuses conditions que j'ai expliquées avec trop de personnes sur les serveurs et que Google réclame donc de l'argent, voilà, de dépasser un certain nombre de téléchargements, donc, effectivement, ou de stockage de données de la base de données. Pour stocker toutes les collections de toutes les personnes, il faut les mettre quelque part et les protéger. Donc ça prend de l'espace, et cet espace est payant. Donc voilà, donc ça arrivera à un moment. Donc déjà, je peux déjà au moins expliquer les fameux business models dont on a imaginé. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, on ne supprimera aucune fonctionnalité qui est actuellement disponible. Imaginons, voilà, vous avez un certain nombre d'infos dans l'écran statistique actuellement, on ne les retirera pas. Donc l'objectif, c'est pas aussi de vous mettre des publicités à chaque fois qu'on clique sur une carte, une publicité d'un jeu à télécharger. On trouve ça beaucoup sur les applications mobiles. Voilà, l'objectif, c'est de ne pas du tout dégrader l'expérience qu'on peut avoir avec l'application et de trouver quelque chose qui coûte rien aux personnes ou très peu, que ce soit vraiment sous forme de volontariat pour soutenir le projet. Donc, on avait imaginé une première option qui serait en fait de mettre une bannière sur la page d'accueil, mais pas une bannière de publicité aléatoire, mais une bannière de publicité ciblée. Donc par exemple avec des partenaires, donc quelqu'un qui a une boutique, qui veut faire la promotion d'une boutique, ou un influenceur pour une page, etc., qui pourrait apparaître par exemple pendant un mois sur l'application. Voilà, donc pour pouvoir permettre de faire ça, il faut que l'application ait de la notoriété, ça apporte quelque chose, voilà, que ce soit donnant-donnant. Donc la personne nous rémunère pour subventionner les serveurs et apparaît sur l'application pendant potentiellement un mois, ça pourrait être intéressant. Donc du sponsorship en fait, quelque chose comme ça. Et donc ça serait totalement transparent et totalement gratuit encore pour les utilisateurs. Donc voilà. Et après quelque chose de supplémentaire, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le croisement des données, les features de wallet, etc. Potentiellement, peut-être, on n'est pas encore tranché sur cette décision, mais une fois qu'on sera stabilisé avec ça, de rendre cette option-là nouvelle en payant par exemple, donc comme des applications premium quoi en fait. Premium, exactement, avoir des fonctionnalités premium sur l'application, ce sera jamais très excessif, peut-être un abonnement 1 euro, 2 euros par mois peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, moi en tout cas aujourd'hui c'est vraiment payer juste les serveurs en fait, c'est voilà, pour tout ce qui va importer. Ça sera à la fois pour soutenir le projet, mais aussi pour avoir bien en tête que c'est pas pour s'en mettre plein d'argent dans les poches derrière, mais c'est surtout pour maintenir les serveurs et motiver les développeurs qui sont derrière aussi. Évidemment. Voilà, et après voilà, c'est vraiment ça la démarche, mais toujours en essayant de garder l'expérience la plus qualitative possible dans l'état actuel de l'application. Voilà, c'est ça l'objectif. Parfait. On va sortir un peu du côté technique. Okay. On va rentrer un peu plus dans le côté application. Aujourd'hui, dans PK Vintage, il n'y a que le Wizard. Donc, Wizard français, US et japonais. Et est-ce que par la suite, il y aura d'autres choses, par exemple le BlockX, parce que j'imagine qu'il est beaucoup demandé. Beaucoup, ouais.
Il y aura aussi peut-être des choses comme les listes des stickers japonais. Je sais que Dominique Dirloche pourra énormément te renseigner dessus parce qu'il a énormément de photos, de stocks, etc. Ok. Les stickers aussi français, donc tout Ouais. ce qu'on a en France, donc les stickers Merlin, les stickers Panini, etc. Je sais que Mathieu Seignars, lui, pourra te renseigner aussi parce qu'il les a tous. Ça peut être les boomers, les tops, je crois que les tops ils y sont. Non, Il y a les Cardass, les Cardass, ok. mais il n'y a pas les Il encore. n'y a pas les tops français. Ouais, enfin, est-ce que l'application va être vouée à évoluer dans toutes ces listes-là, un peu en restant du coup dans le vintage, hein, parce que tout ça c'est du vintage, ou alors tu vas plus te baser sur BlockX, DP, etc., évoluer, etc. Alors complètement, l'objectif, l'application s'appelle quand même PK Vintage, et donc là tout l'aspect, j'imagine quand même, de dater les achats, etc. C'est quand même l'objectif de... Ça concerne beaucoup les collectionneurs dans le vintage. Mhm. Wizard, il n'y a pas que Wizard pour le vintage, Ah, bien oui, évidemment. à mon avis, il y a plein de Ouais, trucs. donc il y a beaucoup de cartes, donc l'objectif c'est de rajouter effectivement les cartes suivantes, petit à petit en fait. Donc là aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait faire, c'est rajouter les items scellés. Mhm. Donc du coup, en C'était fait, ma question d'après, voleur. du coup, c'est ça, j'ai pas envie de... Non, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, ouais, les items scellés qui est aussi été demandé hein, quand j'ai fait C'est ça. quand j'ai voulu faire ma liste C'est de ça, questions. Du coup, ouais, tout ce qui va être item scellé de Wizard jusqu'à Wizard. Honnêtement, il n'y a pas de limite après. Ouais, pour le moment, tu vas te centrer sur Wizard. En fait, là aujourd'hui, on a la pool CD. En fait, ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est ça. Hein. Donc en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est stabiliser les applications avec le listing des cartes, rajouter maintenant la gestion des items scellés par carte. Imaginons, il y a une carte qui est obtenue dans un magazine. Mais d'abord, pour la carte, je clique, j'ai l'item scellé associé, j'ai des images de l'item scellé, mais aussi les items de série, donc les boosters, les displays, les decks. Par exemple, tout à l'heure on a vu la Natawake, donc avec le manga qui est associé. Donc tous les items scellés pour tout Wizard, l'objectif ce serait ça. Et une fois qu'on a terminé cette fonctionnalité de rajouter des items scellés, en fait on peut se permettre de le faire sur toutes les séries de manière transparente, sans avoir besoin de faire de mise à jour de l'application. On modifie nous juste la source des données qu'il y a derrière. Donc pas besoin de solliciter le développeur sur iOS pour l'embêter. Et on pourra rajouter les listings de cartes hors TCG, donc les stickers, etc. sans problème. Donc voilà, l'objectif numéro 1 et la prochaine feature qu'il y aura dans l'application, ce sera l'ajout des items scellés dans l'application. Donc c'est officiel, les développements ont déjà démarré. Okay. Donc voilà, on est en train de récolter tous les items scellés possibles. Voilà, il y a des contraintes bien sûr techniques. Un item scellé, il peut avoir plusieurs phases, donc on essaie c'est pas seulement une photo, mais potentiellement plusieurs photos de l'item. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Mais oui, on a vraiment ambition de ne pas rester seulement sur le Wizard et de rajouter tous les sets qui vont suivre. Et donc voilà, et c'est là aussi où je fais peut-être un appel grâce à ta vidéo, Matt, du coup. Donc je peux essayer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous êtes vraiment motivé pour avoir certaines listes et que vous n'avez pas envie d'attendre. N'hésitez pas à me contacter. Je vous explique le format dont j'ai besoin avec le listing de chaque carte. Vous pouvez démarrer ce travail-là, récolter les scans de chaque carte, et moi ensuite je les intègre directement dans l'application telle quelle, et elles peuvent apparaître très rapidement. Et donc ça, on peut le faire avec la communauté, s'entraider sur ça, et rajouter les séries de manière beaucoup plus rapidement derrière, en fait. Donc du coup, il faut juste respecter un certain format. Voilà, j'ai besoin de pas mal d'informations, puisqu'aujourd'hui dans l'application, par exemple, on peut chercher des cartes par illustrateur. Je peux taper par exemple Arita ou Aoyama et je vais avoir toutes les cartes liées à cet illustrateur. Pour pouvoir faire ça, il faut saisir les cartes de manière propre, donc bien noter le nom de l'illustrateur sur chacune des cartes, les nouvelles cartes qu'on va rajouter, pour que ces fonctionnalités restent fonctionnelles. Donc voilà, du coup, mais encore une fois, tout le monde, ça peut être une application de la communauté aussi, on peut s'entraider. Si vous êtes vraiment motivé à ajouter certaines séries, on le fera. Et pour ceux qui n'aiment pas les séries hors TCG parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par les stickers, on rajoutera aussi une fonctionnalité pour cacher des séries. Voilà. Donc sans problème, on mettra depuis les settings, on cache des séries qui ne nous intéressent pas. Si moi j'adore Wizard et je collectionne que Wizard, je me moque des autres séries, on les cache tout simplement. Et voilà, il n'y a pas de problème. Eh ben, parfait. Et du coup, tu parlais comme quoi on pouvait te contacter. Où est-ce qu'on peut te contacter ? C'est ça, donc le plus simple, honnêtement, donc il y a tous les liens directement dans l'application, il y a le lien sur le site web de pkvintage.app,
donc APP, pour application. Donc à chaque fois il y a le lien de mon Instagram. Donc vous pouvez me contacter directement sur Instagram, je suis très réactif, que ce soit en français, en anglais, peu importe. Et après, vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Si vous n'avez pas par exemple Instagram, mais si vous connaissez Matt, grâce à Facebook, vous pouvez me contacter sur le nom de Michael Lopez. Je mettrai un petit lien en dessous. Voilà, tout sera en description. Tout. C'est ça. Donc vous pouvez me contacter aussi directement sur Messenger, me soumettre des idées d'amélioration de l'application. Donc on a plein d'idées déjà. Je fais un listing en fonction des retours pour prioriser les fonctionnalités. Voilà, l'objectif c'est d'améliorer en continu cette application, que ça devienne vraiment l'application de la communauté. J'écoute vraiment les retours de tout le monde. Je sais qu'il y a des demandes différentes. Je peux donner un exemple très concret. Quelqu'un qui est très avancé sur sa collection, qui a déjà tout édition remplie, par exemple. Donc l'objectif suivant, c'est pas d'arrêter Pokémon, puisque j'ai terminé ma série, c'est peut-être d'améliorer la qualité de certaines cartes, et donc de très rapidement pouvoir filtrer par les états, de voir visuellement avec des codes couleurs les états de mes cartes, et de pouvoir me dire ok, quelles sont les cartes qui sont dans le moins bon état de ma liste que je dois remplacer. Je filtre, je vois tout de suite les cartes que je dois remplacer. Et voilà, donc ça peut être des fonctionnalités comme ça qui sont vraiment pour des collectionneurs avancés. Donc certains sont vraiment focalisés sur finaliser une série et d'autres sur améliorer la qualité de sa série. Voilà, donc du coup il peut y avoir plein de notions différentes. Donc voilà, on a un peu l'idée. Ouais. Et tu as déjà eu des retours intéressants qui vont apparaître sur l'application, parce que comme tu dis, tu as eu pas mal de retours. Et vraiment, est-ce que tu as eu des retours vraiment qui t'ont dit ok, ça c'est très bon, est-ce que je vais l'ajouter? Typiquement, l'exemple que je viens de donner avec les états, ça en fait parfaitement partie. Il y a aussi des retours sur, aujourd'hui dans l'écran statistique, on voit la partie, le total de mes dépenses et le total de mes ventes, mais il n'y a pas de notion de bénéfice vraiment, de qu'est-ce que j'ai pu générer en bénéfice pur entre mes ventes et mes achats. Donc rajouter aussi une section de bénéfices aussi, donc dans l'écran statistique. Donc breaking news, cette feature est déjà développée, elle est prête à être poussée sur Android, donc potentiellement je la pousserai en avant sur Android et on va rattraper après sur iOS pour ajouter cette fonctionnalité là. Donc voilà, donc il y aura plein de fonctionnalités comme ça. Honnêtement, il ne faut pas hésiter à me pousser des idées, et bien sûr la fonctionnalité que je trouve super intéressante, c'est le scellé qui arrivera bientôt aussi. Donc ça c'est vraiment le futur projet de l'application. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment scellé. À très court terme, le scellé qui va arriver très bientôt, au moins sur l'aspect Wizard, stabiliser scellé et cartes, et après on peut se lancer, on peut ajouter toutes les cartes qu'on veut, toutes les séries qu'on veut, il suffit d'avoir les données. Donc c'est beaucoup de travail, mais voilà, il faut récolter les données. Et on est lancé, on peut rajouter toutes les cartes qu'on veut. Et du coup, là pour le scellé, qu'est-ce que tu as besoin réellement? Est-ce que tu as besoin de scan, de visuel, etc. aujourd'hui vraiment? Donc à la suite de cette vidéo, par exemple, tu vas peut-être faire des stories où tu vas dire à ta communauté écoutez, je cherche tel ou tel scan. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider? Tu fais souvent ça ou pas? Alors pour le moment, j'en ai pas eu trop de besoin parce qu'il y a tellement de choses sur internet, c'est fou. Et j'ai eu de la chance d'être en contact avec des pontes de la collection, que ce soit en japonais ou autre. Donc pour le moment, j'ai pas ressenti le besoin. Quoique, sur les, par exemple, typiquement sur toutes les cartes trophy, donc petit coucou si vous. Donc il manque des cartes en fait, de certains screens de cartes. Il y a ils sont en point d'interrogation. C'est ça, on se demande en fait si elles existent ces cartes-là. C'est possible aussi en fait que personne n'ait jamais pris en photo, ou que les tournois à l'époque il y avait très peu de monde et donc il n'y a peut-être pas de deuxième ou troisième place où les gens ne sont pas venus récupérer la carte, c'est possible aussi. Donc du coup en fait voilà, le tournoi existe, potentiellement la carte peut exister mais elle n'est encore jamais sortie ou pas à ma connaissance. Donc si des personnes trouvent des screens de ces cartes là, ne pas hésiter à me faire un coucou pour que je puisse update l'application avec cette carte. Voilà. Et par exemple pour les items scellés, parce que du coup comme c'est ton prochain objectif, par exemple je pense à des blisters, rarissimes. Ça va venir, je vais avoir besoin effectivement de toutes ces photos là. Donc Thibaut, n'hésite pas. Après comme je t'ai expliqué Matt tout à l'heure, donc là l'objectif, l'application a vocation à être utilisable dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on est parti en fait sur la partie globale, ce qu'on appelle global, le listing des cartes. Toutes les cartes sont actuellement avec un scan en anglais. Donc l'objectif ce serait de rester en fait sur aussi des items scellés en anglais, parce qu'en fait il n'y a aucune différence entre a priori le français et l'anglais, donc on peut se retrouver
très facilement en fait, sur les visuels, si ce n'est que le texte qui change. Mhm. Contrairement en fait, au japonais où vraiment c'est des séries, il y a des cartes qui... Là pour le coup, ouais, Il y a ça change beaucoup de du tout. différences. Voilà, donc c'était vraiment l'objectif de séparer bien les deux. Mais donc peut-être de rester sur des items scellés en anglais. Par contre, voilà, ce qu'on aimerait bien aussi à terme, donc pas sur toutes les séries, parce que ça va prendre énormément de temps, mais si vraiment il y a beaucoup de personnes qui sont attachées aux illustrations directement dans l'application en français, de rajouter en fait potentiellement des scans avec les mêmes cartes mais en langues différentes. Donc de pouvoir en fait avec un carrousel passer de l'anglais au français ou voir les différentes éditions. Voilà, l'objectif, il faut se donner des limites et des étapes dans les fonctionnalités, mais ça peut être envisageable, on peut rajouter ces fonctionnalités là aussi. Il n'y a pas de limite a priori, voilà, donc on le fera certainement pas sur toutes les séries, mais potentiellement sur un set de base, ça peut être pertinent de voir à quoi ressemble la carte en chinois, voilà, ce genre de choses, et donc pour pas se tromper si on a besoin d'en acheter une, de lister toutes les cartes, ça se trouve, donc pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez aider, n'hésitez pas à rejoindre le Instagram, je pense que tu vas y être le plus actif ici et tu vas partager tes demandes. Donc je leur dis, mais tout est en description, n'hésitez absolument pas, et que si tu as besoin, t'hésites pas. Moi j'ai quelques visuels qui peuvent t'aider, par exemple en français, donc go, mes MP sont ouverts. Et écoute, merci beaucoup pour la partie de ton application. On va revenir un peu sur la partie un peu toi. Et un peu communautaire, donc avec les questions qui m'ont été posées par la communauté, tout simplement. Ta carte préférée? C'est ma carte préférée, sans hésitation, mais vraiment de loin. C'est le fameux Gengar Masaki. Donc comme la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Donc je ne l'ai pas sorti ici, mais je le mettrai en photo. On le mettra en photo. Le fameux Gengar Masaki, incroyable. Donc cette carte, je l'adore en fait. Après Dracolos, même peut-être avant Dracolos, le Pokémon que je préfère le plus, c'est le fameux Gengar, donc le Ectoplasma, qui est d'ailleurs le symbole de l'application aussi. Donc, oui, j'ai vu. Voilà. Du coup, c'est donc, le symbole de PK Vintage dans sa globalité. Donc voilà, cette carte est incroyable, c'est celle que je préfère de loin. Je pensais que tu aurais un peu plus hésité vu toutes les cartes magnifiques que tu m'as présentées. Vraiment, celle-ci de très loin. Si tu devais garder qu'un seul item, ce serait ça. Ça serait cette carte. Ouais, je pense. Honnêtement. Carte préférée et item ici, je pense. Il y a eu en plus une vente dernièrement. En fait, toutes les illustrations exclusives japonaises commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a eu une vente PWCC d'une PS à 10, Gengar Masaki, $20 000 si je dis pas de bêtises. Donc c'est énorme. Donc il y a des très belles cartes, elles commencent à être appréciées à leur juste valeur. C'est vraiment un autre game le japonais quand même. Pour expliquer un petit peu, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment comment on obtient cette fameuse Gengar Masaki à l'époque. Il y a un petit historique. Donc c'était, on devait donner, en fait il y avait une campagne, ce qu'on appelle la campagne Evolution. On pourra peut-être mettre un partage depuis la Bible, je te montrerai en fait la campagne promotionnelle pour l'afficher aux viewers. Et donc il y a... donc vraiment on pouvait en fait envoyer un Spectrum et donc la sous-évolution avec une carte spéciale échange. On envoyait ces deux cartes ensemble directement à Pokémon et il nous retournait donc par voie postale la carte évoluée, comme ce qu'on retrouvait dans les jeux vidéo en fait. Donc dans les jeux Pokémon sur Game Boy de l'époque. Donc c'est comme ça qu'on obtenait les fameux les cartes Masaki à la Kazam, Machamp, Gengar et autres. Donc voilà, c'est super. C'était vraiment fou, je pense, au Japon Pokémon. C'est pour ça encore une fois que le japonais j'adore. Il y avait toutes ces histoires là de savoir comment les différentes campagnes, où est-ce qu'on pouvait obtenir dans les CD, dans les magazines, dans les mangas, dans les VHS. Il y a plein de cartes qu'on trouvait un peu partout. Et on en apprend tous les jours. Voilà, et c'est super passionnant. Et il y a plein de cartes qui n'existent pas en français. Il ne faut pas se focaliser trop en français, ou même en US. Donc voilà, Pokémon c'est tellement riche et c'est super le japonais pour ça. Du coup, toi qui es collectionneur japonais, peut-être qu'à la suite de cette vidéo, il y a des gens qui vont se trouver une passion pour les cartes japonaises. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui ont envie de débuter dans la collection japonaise Wizard? Alors, japonais Wizard, donc là vous avez l'application parfaite, PK Vintage, vous l'installez. Il y a énormément d'informations. C'est ça, vous pouvez chercher le par Pokémon, donc tapez le nom du Pokémon et voir toutes les cartes qui existent pour ce Pokémon. Ne pas hésiter à cliquer, à regarder vraiment les infos, d'où elles viennent, voilà l'historique avec le wiki. Donc voilà, on peut taper aussi, on peut faire des collections par
Illustrator. Donc pareil, on peut taper le nom de l'illustrateur. Si on ne connaît pas le nom en anglais ou en japonais du Pokémon, mais on connaît le numéro dans le Pokédex, on peut taper aussi le numéro du Pokédex. Ça va jusque-là. Il y a des features un peu cachées. Par exemple, une autre feature cachée que peut-être pas tout le monde connaît, mais on peut faire, si on aime bien le nom en japonais de la carte, on peut faire, en fait, sur tout l'aspect texte d'une carte détail, on peut faire un long press et ça copie-colle dans le presse-papier donc le nom de la carte. Donc vous pouvez dire voilà, envoyer ça à un ami le nom de Dracofeu en japonais et dire qu'est-ce que c'est ça, tu connais pas Dracofeu, voilà. Stylé. Je testerai. Mais voilà, encore une fois, je pense on peut pas se tromper si on collectionne ce qu'on aime, c'est impossible. Encore une fois, peu importe la cote, que ça monte, que ça baisse, moi honnêtement il y a plein de cartes, je sais pas du tout combien elles cotent, aucune idée, et en fait je m'en moque parce que elles sont dans ma collection, je les vendrai. Tu fais ça par passion. Voilà, en fait c'est ça, par passion. Mais si on collectionne ce qu'on aime, on peut pas se tromper, voilà, encore une fois. Donc si vous aimez le japonais, après vous pouvez être influencé forcément, hein, si on voit qu'il y a une carte qui est appréciée par la communauté, on va avoir envie de l'acheter aussi. C'est un peu comme la mode, comme les vêtements, etc. Mais voilà, un peu comme les Dracofeu. Ouais, les Dracofeu, ça donne cet effet-là, mais il faut aimer la carte, il faut aimer le Pokémon. Et voilà. Et après, sinon, compléter les sets, aussi, c'est super agréable. Plus je fais du gradé, plus je me dis que je préfère les folios en fait, au fur et à mesure à chaque fois. J'ai envoyé des cartes qui sont bloquées chez PSA depuis 1 an par exemple. Donc voilà, je suis frustré de ne pas pouvoir accéder à ma collection. Pareil, je mets la plupart de mes cartes que j'ai récupérées là, exclusivement pour la vidéo. Mais normalement, toutes les cartes gradées sont dans un coffre. Donc, du coup, c'est ça qui est. C'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos, c'est qu'on est obligé de les protéger. Ouais. C'est ça, alors que les folios, ça va, on peut potentiellement, ça dépend des valeurs de cartes, mais voilà, voir ces sets dans les folios, c'est quand même vraiment agréable. C'est tellement satisfaisant quand il n'y a pas de trous, tout est complété. Voilà, c'est super. Donc il ne faut pas non plus essayer de trop focaliser sur la gradation, sauf si on aime l'item et qu'on veut l'afficher. Ouais. Voilà, mais moi, mon conseil, collectionnez ce que vous aimez. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est impossible. Voilà. Et tu avais un budget ou pas par mois à peu près dans le japonais? Honnêtement, j'avais pas spécialement de budget, donc ouais, des fois je dépassais, etc. Donc c'était assez délicat. Ouais, ça faisait des vagues quoi. Encore une fois, j'avais besoin aussi de m'encadrer sur ça aussi, de pas faire n'importe quoi avec les achats et les dépenses. Et encore une fois, j'avais besoin d'un outil où je référence mes achats et mes ventes. On en revient à l'application. Vous pensez que j'insiste, mais voilà, encore une fois, j'ai fait cet outil à la base pour un besoin personnel. Donc je suis le premier utilisateur de l'application. Et donc voilà, j'avais besoin de saisir vraiment ce que je dépensais, m'y retrouver, me rassurer sur le fait voilà, qu'avec les potentielles ventes que je vais pouvoir faire, m'y retrouver au niveau de mon budget, voir par exemple au début du mois, je suis à tant de dépenses, de voir à peu près combien j'en suis à la fin du mois, pour me surveiller un petit peu et de me dire ah, là j'ai un peu trop dépensé, peut-être fais des choix, vends quelques cartes de ta collection, essaie de rééquilibrer un peu les choses. Voilà, ça me permet aussi de faire ça en fait. Du coup, pour les nouveaux arrivants, peut-être qui ont téléchargé l'application, qui veulent collectionner par exemple le global, donc tout ce qui est à peu près français chez nous, ça vous permettra aussi de voir combien vous dépensez aussi et de vous donner aussi des limites, chose que moi je n'avais pas quand j'ai commencé. Moi c'était à coût de 500 ou 600 euros par mois et ça m'arrivait aussi. Puis après, certains items ils coûtent très cher, donc juste un achat d'un item, hop, tu dépasses ton budget. Il faut être en opportunité, donc il ne faut pas rater les opportunités qui tombent. Il faut avoir toujours un peu d'argent de côté aussi pour pouvoir être prêt, ce genre d'opportunité et pas les rater. Donc c'est pas facile. Donc l'application peut servir à ça et franchement c'est un bon starter pack, j'ai envie de dire, pour commencer. Ouais, je pense. C'est un bon starter pack. Du coup, pour revenir au français, qu'est-ce que tu penses de la communauté FR et un peu de l'explosion qu'il y a eu autour du français depuis ces dernières semaines Est-ce que tu as suivi un peu l'actualité Un petit peu, ouais, j'ai suivi un petit peu l'actualité. Donc voilà, mon Pokémon, encore une fois, moi je suis complètement dans la passion. Et donc ce qui se passe des gens qui ne sont pas spécialement passionnés, mais je ne suis pas tellement sensible en fait. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse plus au niveau des contenus, comme YouTube, mais c'est par exemple ta chaîne Matt, donc regarder toutes les interviews, de voir en fait d'autres passionnés échanger autour de ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes qui m'ont soutenu, Charizard énormément, Mr Fuji de la même manière. Donc voilà, on a de la chance d'avoir des pontes dans la collection, dans le japonais, mais pas que, au niveau francophone. Je suis beaucoup actif aussi sur les groupes Facebook. Donc je suis beaucoup actif aussi sur le groupe Eclipse notamment en fait. Avec donc du coup il y a Alex,
Il y a Ali, il y a Céline, donc voilà, super adorable depuis toujours. Je suis particulièrement actif sur ce groupe parce que ils ont mis en avant le japonais, beaucoup en fait, et un peu plus que sur les autres groupes. Donc il y a des groupes spécifiques au japonais qui sont en train de sortir aussi sur les groupes, donc c'est top. Et donc les barjots aussi, très actifs aussi, il y a beaucoup de monde, donc c'est là où on retrouve les passionnés, donc n'hésitez pas à rejoindre ces groupes à fond. Et voilà, après tout ce qui se passe autour sur la spéculation, les fameux scalpers, etc., honnêtement, je m'en préoccupe pas parce que pour moi, on ne peut pas devenir riche avec Pokémon. En fait, ceux qui sont devenus riches, ce sont des vrais passionnés. Je peux prendre l'exemple typique de Mr. Fuji. Donc, il en a parlé pour l'achat par exemple de son Pikachu Illustrator. Il a expliqué déjà, donc c'est pas un secret. Il a acheté cette carte il y a quelques années à 50 000 $. Donc, n'importe quelle personne qui n'est pas passionnée ne peut pas mettre 50 000 $ dans une carte comme ça, juste. Parce que juste pour l'argent c'est impossible. Et je pose la question à tout le monde, n'hésitez pas à répondre en commentaire et à réagir sur ça, mais qui n'aurait pas vendu le Pikachu Illustrator ne serait-ce qu'un an, 2 ans après, si on vous propose 100 000, 200 000 $. Donc tout le monde aurait vendu en fait cette carte, sauf un véritable passionné, parce qu'il adore cette carte, parce que ça lui tient à cœur. Donc toutes ces personnes là, c'est pas des personnes comme les autres, c'est de vrais passionnés. Ils ont voilà, et donc les Charizard qui ont des collections énormes, des Mr. Fuji, donc voilà, ils ont des cartes comme ça, ils sont millionnaires en cartes Pokémon, mais c'est des gens hyper passionnés et c'est pas du tout autour de l'argent. Et donc voilà, même si une carte on lui propose $1 million, je sais pas s'il la vendrait. Donc voilà, en fait les scalpers qui vont acheter X ETB et qui vont les revendre, pour moi c'est pas comme ça qu'ils vont devenir riches. Ils seront là qu'un temps, ils vont s'épuiser tout seuls, ils sont filtrés déjà de plus en plus sur les groupes. La démarche est positive sur ça. Puis, donc voilà, moi je trouve qu'on est une très bonne communauté francophone, ne donnez pas trop d'importance à toutes les personnes qui polluent autour. Honnêtement, c'est passager. Nous on est là depuis très longtemps et on va rester. Il n'y a rien qu'à changer. Voilà, la passion. Ça, honnêtement, voilà, après l'augmentation des prix, honnêtement, je donne un exemple concret. Hein. Si j'achète une carte 1 euro, par exemple parce que j'ai de bonnes sources, j'ai des bons contacts, et du coup cette carte en fait elle est cotée peut-être 2 euros, ou parce que je l'ai achetée en lot, je peux me faire une marge de 1 euro. Voilà, et donc en fait cette marge là, que finalement le prix de départ il soit de 1 ou de 10, la marge restera à peu près équivalente, donc de prix d'achat, de prix de vente. Donc au final, on va toujours acheter des cartes, les revendre pour financer d'autres cartes, etc. Mis à part le fait que les cartes au départ on va les acheter de manière plus chère, il n'y a pas trop de différence en fait, je trouve. Faut pas s'embêter avec les cotes, etc. Si ce n'est parce que c'est plus difficile de mettre une certaine somme au départ pour acheter, par contre ça oui. Mais voilà, donc faut pas hésiter à avancer dans la collection, pas trop se prendre la tête, collectionner comme j'ai dit tout à l'heure ce qu'on aime. On est une top communauté en France, je pense qu'on a de la chance. Les gros collectionneurs de la communauté n'ont pas du tout à rougir de leur collection par rapport aux Américains. D'avoir vu Mr. Fuji faire le tour de tous les youtubeurs aux États-Unis, ça le montre très bien. Donc ils ont très respecté, on a de la chance. Donc on a une très bonne communauté francophone autour de Pokémon et solide. Et voilà, bien sûr il y a des gens qui viennent et qui partent, mais ça voilà, pour moi c'est pas très important en fait. C'est un très beau mot de la fin. C'est un très joli mot que tu partages. C'est vraiment appréciable de voir des passionnés tout simplement. Et de voir qu'il y a encore un esprit fort de l'ancienne génération qui ne sont pas là que pour, comme tu disais, que pour l'argent. Et voilà, c'est appréciable et merci. Merci à toi Matt. Voilà. Et du coup, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, vous pouvez retrouver Mickaël et son application dans les commentaires, évidemment, dans la description, pardon. Dans la description, il y aura tout. Il y aura ton Insta, ton Messenger, ton lien Apple, ton lien Android pour l'application. Et j'espère de beaux projets sur l'application, que tout ce qu'on a parlé ici va se réaliser, même si ça prend 1 an, 2 ans, etc. Parce que c'est quand même très long à faire. Et je te souhaite tout ça. Je suivrai avec attention parce que les items scellés, je m'en servirai pour mes items vides. Carrément, ouais. Donc pareil, si tu as besoin de visuels, n'hésite pas, même si tu me disais que tu vas faire ça en version américaine. Yes. N'hésite pas quand même, Okay. Voilà, si tu as besoin de références françaises. J'espère que ma communauté pourra voir un peu ton Instagram et qu'ils pourront t'aider. J'espère que
que ça se J'espère fera. aussi, ouais. C'est comme ça qu'on aura la meilleure application possible. C'est ça. Tout le monde ensemble. Ouais. Yes. Voilà, il y a une application qui a un bel avenir parce que c'est fait avec la communauté Mhm. et par un passionné, donc ça ne peut que marcher, comme avec Grenat. Exactement. Voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup et Yes. puis je te souhaite une très belle continuation dans la collection. Puis à bientôt peut-être pour une deuxième interview sur le Avec japonais plaisir. parce que moi je suis ultra curieux sur le japonais. Enfin, Matt arrive sur le japonais. Enfin. Peut-être. Mais enfin, Tease. mais juste par curiosité, ça se trouve je vais peut-être Ouais. faire une série ou deux, peut-être. Peut-être. Hein. Il faudra bien me teaser pour la prochaine. Hein. Ouais, ouais. On a vu que t'aimais bien les VS aussi, un petit peu. Ouais, il y a de belles illustrations. Ouais, de belles illustrations. carrément. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Instagram de Michael, puis nous on se retrouve sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Matt et Mika. Tchuss.